Salut. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à toutes celles qui nous ont suivis et toutes celles qui ont témoigné leur intérêt hier pour notre événement. Donc aujourd'hui c'est un live un petit peu particulier. Sérieux. Très sérieux, puisqu'on va parler qualité produit avec Virginie. Bonsoir Virginie. Bonsoir. Qui est assistante au service achat, Tout à fait. n'est-ce pas? Et Jean-Étienne que vous connaissez puisque c'est le patron, le grand patron. Voilà. Donc on a trouvé important de vous présenter un petit peu nos process et nos méthodes du choix du fournisseur jusqu'à la vente en ligne des composants. Donc il nous semblait important de vous montrer en toute transparence tout ce qui est fait de ce côté-là, puisque c'est une thématique qui est importante pour nous, pour vous, et qui est une démarche importante pour... Tu inscris la démarche qualité dans la stratégie d'entreprise? Globalement, je dirais que ça fait toujours partie de Perlenco depuis le début, c'est dans l'ADN de l'entreprise, puisque depuis le début, on a quand même beaucoup de nos produits qui sont des produits de qualité européenne. Même s'il n'y a pas que des produits européens, c'est quand même la majorité des produits depuis tout le temps, à commencer par les composants Swarovski, et même avec les apprêts souvent d'origine italienne ou espagnole. Et je dirais c'est plutôt dans le process que dans la stratégie. La stratégie a toujours été de proposer des produits de qualité. Pendant longtemps, on s'est limité au rapport de confiance avec nos fournisseurs et au contrôle de nos salariés, au contrôle visuel de nos salariés. Mais c'est vrai qu'en grandissant, on a de plus en plus de produits, on a de plus en plus de fournisseurs, et la confiance n'excluant pas le contrôle, on a mis en place des outils, des procédures, des machines, des formations, pour se limiter à la confiance avec les fournisseurs ou même aux compétences des salariés, mais aussi pour mettre en place donc, tout ce qui permet de travailler avec de faire du contrôle. Voilà, donc depuis 2-3 ans, on essaie de trouver des solutions techniques et depuis quelques mois maintenant, on a mis en place des machines et on a mis en place des procédures plus contraignantes pour contrôler la qualité de nos fournisseurs. Virginie, tu peux nous parler un petit peu de ton job, en quoi ça consiste et comment la qualité s'inscrit dans Tout à fait. Donc, comme vous l'a expliqué Jean-Étienne, la qualité devient primordiale au sein de Perlenco. Donc nous devons vraiment contrôler tous les produits, principalement en métal, que nous allons rentrer. Donc nous allons du sourcing jusqu'à la mise en vente du produit. Donc du coup, pour cela, la réglementation s'est pas mal intensifiée. Donc REACH, peut-être pour certains qui ne connaissent pas. Effectivement, il y a eu aussi la contrainte réglementaire qui s'est durcie avec les années. Puisque pour rappel, quand nous avons démarré il y a 14 ans, on parlait déjà du nickel, même si la majorité des composants n'étaient pas très respectueux en ce qui concerne la libération du nickel. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est complètement rentré dans les mœurs en quelques années. Mais également, maintenant, on parle du plomb, on parle du cadmium. Du chrome 5 dans le cuir. Du chrome 5. Du mercure. Pour rappel, il y a 7 ou 8 ans, c'était des choses qui étaient complètement non contrôlées et inintéressantes. Donc c'est vrai que le REACH en particulier évolue tous les jours. Et tous les jours, notre métier consiste à effectivement regarder les nouvelles entrées dans les listes REACH. Oui, les substances. Les substances REACH, pour vérifier qu'effectivement les composants qu'on vend ne contiennent pas ces produits interdits. Donc nous, principalement, on va se concentrer sur le nickel, le plomb, le cadmium. C'est vraiment les 3 substances et métaux lourds. Pour les composants en métal. Ouais. Exactement. Pour le cuir, il y a le chrome 5. On demande des certificats à nos fournisseurs qui nous attestent que les produits, lacets cuir, cordon cuir, sont bien sans chrome 5. Toujours vraiment. Et après, on peut faire des contrôles par des labos. Exactement. Donc, pour en revenir un petit peu à l'investissement dont Jean-Étienne nous parlait tout à l'heure, il y a 2-3 mois maintenant, nous avons investi dans une machine qui est un spectromètre qui nous permet en fait d'analyser la composition des éléments, des articles en métal, principalement. On exclut un petit peu tout ce qui est polymère.
tout ce qui va être plastique, parce que voilà, c'est vraiment pas axé sur ça. Donc elle va nous permettre de nous dire s'il y a du nickel, s'il y a du plomb, s'il y a du cadmium, et ensuite de nous donner principalement les éléments qui composent l'article. Et de donner surtout la teneur dans ces métaux. La teneur, voilà. Donc ça va être quand même des chiffres approximatifs parce qu'il ne va pas taper au centre, enfin en plein milieu du produit, il ne va pas vraiment décortiquer ou désintégrer le produit, il va vraiment rester en surface, mais il va pouvoir nous donner vraiment les éléments qui le constituent et s'il y a ces substances avec une forte concentration. Donc, c'est bon, j'ai Oui, une concentration qui dépasse les normes REACH encore une fois. Exactement, les normes REACH. Donc, juste pour rappel, le plomb, on est à 500 ppm. Le cadmium, on a... ppm, c'est 1 promille. Voilà. Un ppm, c'est 1 promille. Donc, 500 ppm, c'est 0,05%. 0,5%, ça 0,05%. 0,05%. Et pour le camion, pardon, 0,01%. Et le nickel, on va parler en libération. On va pas parler on va pas parler en composition. Exactement. Donc ça va être 0,2 microgrammes par centimètre carré par semaine. Assez complexe, mais voilà. Donc par rapport au nickel, on peut avoir des composants, par exemple comme l'acier inox. L'acier inox qui contient du nickel, qui en contient même beaucoup, mais qui ne le libère pas. Ce qui veut dire qu'il est compatible avec les normes européennes REACH, tout en étant riche en nickel, parce qu'effectivement, si vous le trempez dans un bain d'acide, il ne va pas relâcher le nickel et donc il n'est pas allergène. Et c'est ce qui est principalement utilisé pour les piercings ou autres. Ouais. Juste, vous parlez de normes REACH. Alors pour celles qui ne connaissent pas, j'imagine que c'est une norme européenne. Ouais. En quoi nos clients sont concernés par ça? Tout le monde est concerné. Est-ce que c'est principalement un facteur juridique? Est-ce qu'il y a une notion santé, environnementale? Oui, bien sûr. Exactement, santé, parce que le nickel à trop forte dose, ou le cadmium ou le plomb peut être nocif, toxique, cancérigène, il faut en être conscient. Donc après, à forte dose, c'est toujours pareil, je mets le panneau attention. Après pour l'environnement... Le nickel est surtout allergène. Ah, le nickel allergène. Pour expliquer le nickel, 15% des Français sont allergiques au nickel. Ça veut dire que 15% des Français vont avoir des démangeaisons, des rougeurs, si ils sont en contact avec un métal qui libère du nickel. Donc il n'y a pas a priori, à ma connaissance, de risque pour la santé. Par contre, il y a un risque de gêne important. Le cadmium et le plomb, par contre, effectivement, sont nocifs pour l'environnement et sont supposés supposés cancérigènes, donc à haute dose. Donc effectivement, les normes sont basses pour éviter que, entre les différentes sources de plomb ou de cadmium qu'on peut avoir dans l'eau du robinet, puisque beaucoup de canalisations sont encore en plomb, ou dans les piles qui sont riches en cadmium, tous ces éléments-là soient limités de plus en plus pour effectivement qu'on baisse la teneur en nickel et en plomb et en cadmium auxquels nous sommes tous les jours confrontés. Est-ce que nos créatrices professionnelles qui revendent des créations finies sont assujetties aux mêmes règles? Exactement. Alors, oui, oui, bien sûr. Sauf que, si tu veux, alors comment ça se passe? C'est pas compliqué. Une créatrice professionnelle, elle est responsable de ce qu'elle vend. Sauf que si elle a acheté ses produits à un fournisseur qui est au sein de l'Union européenne, nous par exemple, c'est nous qui sommes responsables. Elle n'est pas elle-même directement responsable dans la mesure où elle a acheté à un professionnel et c'est le professionnel qui est responsable. Celui qui est responsable, c'est celui qui met sur le marché européen. Donc j'achète en Europe un produit qui n'est pas respectueux de la norme, je ne suis pas responsable. J'achète en Chine ou aux États-Unis un produit qui ne respectait pas les normes européennes, je suis responsable. C'est en ça que nos clientes professionnelles ne risquent rien dans la mesure où c'est nous qui assumons l'ensemble des risques liés à ces produits. Et c'est bien pour ça que nous sommes obligés de faire en sorte qu'il n'y ait pas de risque ni pour elles ni pour nous, puisque nos produits respectent la norme. Par contre, effectivement, une cliente ou une créatrice qui achète en Chine ou qui achète aux États-Unis, ou sur une marketplace, effectivement, où elle peut trouver des vendeurs à l'étranger, ou des vendeurs entre guillemets peu scrupuleux et peu respectueux et qui eux-mêmes ont acheté en Chine, à ce moment-là, effectivement, elle est responsable. Et elle peut être fortement embêtée parce qu'effectivement, en cas de contrôle du GCCRF,
c'est elle qui sera responsable, elle ne pourra pas se retourner sur son fournisseur derrière, quoi. Alors justement, c'est quoi les risques pour nous fournisseurs et pour une créatrice Sur un premier contrôle, c'est une amende. Voilà, c'est une amende de quelques centaines d'euros. Et un rappel de produit. Un rappel de produit, bien sûr. Tous les produits qui ont été vendus doivent être rappelés et détruits, bien sûr à la charge du vendeur. Après, sur des multiples contrôles, il peut y avoir des sanctions plus importantes. Alors il y a Nathalie Moulin qui demande pourquoi les fabricants ne font pas attention dès la sortie d'usine pour respecter ces taux vu que c'est obligatoire. Pourquoi c'est à nous de contrôler? Alors, nous, les fabricants européens, bien sûr, quand c'est fabriqué en Europe, normalement il n'y a aucun contrôle pour nous à faire. Il devrait y avoir aucun contrôle. Sauf que on a déjà eu des loupés, entre guillemets. En particulier, je me souviens d'un fournisseur allemand, je tairai le nom, qui on a contrôlé par acquis de conscience et il y avait du plomb dans les soudures. Voilà, c'est pas bien. C'était même pas évident que la norme n'était pas respectée parce que la norme c'est le taux par rapport au poids global de l'article. Nous, avec l'appareil ici, on a fait le taux de la partie soudure et effectivement là on est passé à la norme. Donc, du coup, mais du fait quand même que nous souhaitons avoir des produits sans plomb, sans nickel et sans cadmium à très faible dose, du moins on écarte vraiment tout risque. Voilà, on a supprimé. On a préféré dire au fournisseur qu'il y avait un problème sur son produit. Exactement. Et il n'a pas polémiqué, il a rappelé tous les produits et il nous a remplacé, il a refait faire les soudures, quoi. Donc bon voilà, normalement effectivement, tant qu'on est sur un marché intra-européen, le fabricant européen, le distributeur européen, le client européen, le risque n'existe pas normalement, puisque à la limite le risque c'est le fournisseur qui le prend et celui qui met le produit sur le marché. Or sur un produit qui n'est pas importé mais qui est fabriqué, celui qui met le produit sur le marché c'est le fabricant. Ok. Aujourd'hui sur Perlenco on a pas mal de composants forcément, enfin de fantaisie. On a du Goldfield, de la Sinox, du laiton, etc. Est-ce qu'il y a un matériau qui est moins nocif entre guillemets qu'un autre? Quel conseil vous donneriez pour choisir la bonne... Non, il n'y a pas de matériau. En fait, moi je suis pas d'avis avec vous. Tu peux. Moi j'orienterais plus nos clientes pour éviter tout ce genre de risque sur l'argent ou sur du Goldfield. Même si dans l'argent on sait qu'il peut y avoir du cadmium au niveau de la soudure, tout à fait, je dis... Même au niveau de la composition, puisque pour rappel, l'argent 925, c'est 92,5% d'argent pur, et 7,5% d'autres métaux, essentiellement du cuivre, mais pas seulement. Et donc on peut très bien y avoir dans les alliages d'autres éléments qui viennent entre guillemets salir l'alliage. Donc on n'est pas à l'abri, non, même sur de l'argent. Mais c'est vrai que sur du Goldfield ou sur de l'argent, pour avoir fait des tests, du plaqueur on est sur une base de laiton, donc on peut retrouver les mêmes contraintes que sur du métal galvanisé d'un argent, d'une couleur argentée. Pour moi, je maintiens ma position, je comprends la position de Virginie, mais d'un point de vue pratique, elle a raison, d'un point de vue théorique, elle a tort, puisque on ne peut pas exclure que dans n'importe quel métaux, il n'y a aucun aujourd'hui. Dans les métaux qui servent en bijouterie fantastique, quel qu'il soit, ce ne sont que des alliages. D'accord, on ne parle que d'alliages. Donc à partir de là, qui dit alliage, dit qu'est-ce qu'on y met dedans. Et un alliage, un argent 925 qui vient de Chine, il peut très bien avoir du plomb et du cadmium parce que. L'argent 925 qui vient de Chine, est-ce que ça fait partie de Perlenco? Non, mais je ne parle pas de Perlenco. Nous, on ne vend pas d'argent 925 chinois, sauf qu'en particulier, on a un fournisseur américain qui a une usine en Chine. Donc effectivement, même un fournisseur américain qui reste quand même très très fiable. Oui, mais avec un contrôle qualité déjà au niveau de l'usine, mais du made in China quand même, voilà, sur les produits, nous on indique l'origine du produit, on indique Chine puisque l'usine est en Chine. Mais bon, on est quand même sur des produits qui sont, c'est pas l'usine chinoise, les fins fonds de la campagne qui fait son petit alliage à son poids. Estelle demande que penser du Zamac. Le Zamac, c'est encore une fois, c'est un alliage. C'est un alliage qui est un alliage bas de gamme, il faut le savoir, hein, c'est un alliage qui n'est pas cher. C'est un alliage qui permet de... Alors c'est du zinc, de l'aluminium, essentiellement du zinc et de l'aluminium. Donc c'est un alliage pas cher qui permet de faire des composants assez volumineux, à la fois légers et épais,
Mais qui se casse dès que vous le qui se casse assez facilement. La moindre pression, ça se casse. Après, je dirais peu importe, puisque le Zamac il va être plaqué derrière. Donc voilà, c'est un alliage qui est plaqué, qui est. Il faut savoir aussi que c'est parfois dans la galvanisation qu'on peut retrouver ces, Oui, ces bien sûr. substances telles que le cadmium et le plomb, quoi. Et le nickel. Donc le Zamac, normalement, il n'y a pas de cadmium ou de plomb dans le Zamac, normalement. Après, il peut effectivement y en avoir dans le plaquage derrière qui vient donner son aspect argenté, doré, rodier, cuivré, bronze. Un conseil pour nos clientes, peu importe où est-ce qu'elles achètent, qu'elles s'assurent de la bonne conformité de l'article, que le produit soit. Alors nickel, lead et cadmium free, honnêtement, ça risque d'être très compliqué. Qu'il y ait des poussières dedans, mais inférieures À la norme REACH. à la norme REACH, ça c'est possible. Il faut vraiment qu'elles s'assurent de cette bonne conformité du produit. Non, après, voilà, moi, le conseil à donner, c'est simple, hein, c'est dans la mesure où on s'adresse à un bon fournisseur, on a un bon produit. Voilà. Après, si on prend le risque effectivement d'importer ou d'aller sur des marketplaces, on prend le risque d'avoir un produit qui soit non conforme. Ça, bon, c'est comme ça, c'est évident. La composition d'un article en pourcentage va nous donner voilà, la teneur des substances qu'il peut y avoir à l'intérieur et après de la composition fer, cuivre approximative, elle va nous donner des données approximatives. Donc comme tu dis Audrey, c'est approximative à 30 ppm, enfin... Ouais, voilà. On a un écart-type, on va vous montrer un petit peu les données, on a des écart-types qui nous disent voilà, il peut y avoir une marge d'erreur de temps. Donc ça reste très faible parce qu'il faut savoir que 1000 ppm est égal à 0,1%, donc ce qui est très faible. Donc, après, le principe de la machine, c'est que, alors c'est un petit peu le même principe qu'une machine de radiologue, c'est des rayons X. Fluorescence X, exactement. Ouais, qui vont, entre guillemets, taper dans la pièce et renvoyer une information à exactement, ça un va capteur. exploser en fait les cas. Bon, on va pas partir sur la physique parce que c'est très compliqué. Non, mais par contre, c'est des machines qui sont quand même soumises donc, à des ondes qui sont déclarées à, comment ça s'appelle à la PCR, enfin la nucléaire, l'ASN. L'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, donc c'est voilà, c'est une machine un peu complexe. On est très réglementé, je ne sais pas si vous voyez derrière Jean-Étienne, on a quand même c'est une zone surveillée, voilà, avec des ondes qui sont vraiment captées à l'intérieur, donc aucun risque pour nous, il faut savoir. Voilà, quand on utilise cette machine, on porte un badge qui nous dit la dose de radioactivité qu'on prend quand on s'en sert. Donc sachant qu'elle est nulle à ce jour. Elle est nulle, mais bon, c'est quand même Je crois même que tu as eu une formation, Virginie, non? Alors on a les commerciaux d'Olympus qui sont venus en effet parce que bon ben voilà c'est la marque Olympus qui sont venus, qui nous ont fait des formations pendant plusieurs journées. Et ensuite on a donc notre PCR qui est venu pour s'assurer donc de la bonne conformité de l'article, qu'elle ne dégage pas d'onde, bien nous mettre en garde sur ce qu'elle est en tant que telle. Alors il y a Nathalie Moulin qui demande oui mais quand on n'a pas la super machine on fait comment? Soit on a un super fournisseur. On n'achète pas en Chine ou aux États-Unis ou au Japon ou après ce qui peut être possible, en Inde. Ça serait de tester pour nos clientes. Oui, oui, oui. Ça serait un service éventuellement à proposer si vous avez un doute sur un article que vous ne nous avez pas acheté. On peut éventuellement vous proposer ce service de tester l'article et de vous donner les résultats. Oui. C'est peut-être un service qu'on peut mettre en place, à réfléchir, toujours pareil. Oui, pourquoi pas. Bonsoir Pouka. Salut Annick. Bonsoir. Donc on va peut-être faire un tir, enfin, on appelle ça des tirs, un test. Juste pour info, tout à l'heure Audrey tu disais que c'était un investissement. Alors oui, c'est un investissement, il faut savoir que la machine a quand même coûté presque 30 000 €. Donc Talenco a vraiment investi pour la santé et la sécurité de nos clientes. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va tester un article, une nouveauté, vous la connaissez peut-être, hein. Je vous la montre rapidement. Donc il faut savoir qu'elle a été testée à la réception. Je crois, ouais. C'est sorti, oui, non, il y a une semaine maintenant à peu près. Donc elle est sortie vraiment il y a peu de temps. Donc on va la mettre sur le pied et on va tester. Donc on va noter notre référence parce qu'ensuite on va éditer le rapport de test qui va nous permettre de, si nos clientes nous le demandent, de leur envoyer la certification comme quoi nous avons testé selon les normes de REACH cet article et voici sa composition. Donc voilà. Là tu déposes dans la petite boîte qui est sécurisée je suppose. Exactement, donc là tu peux remarquer qu'aucune onde,
si la pastille s'allume rouge, donc bon, tu es assez loin donc je suis pas sûre que tu le vois, si elle s'allume rouge, c'est-à-dire que ça veut dire que la machine dégage des ondes. À ce jour, elle n'a jamais dégagé une seule onde. D'accord, ok. Donc voilà, elle est vraiment, à ce niveau-là, aucun problème. Donc le tir va durer 90 secondes. Donc pendant ces 90 secondes, il va analyser la composition de l'article. Donc je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Donc là on a le produit où on est en train de tester. Donc on a notre collimateur qui va vraiment taper précisément sur cet article, qui va balancer plein d'ondes, qui vont taper contre les parois pour vraiment revenir et libérer au maximum d'informations sur la composition de cet article. N'hésitez pas à me dire si je vous perds ou si je parle un peu trop vite. Donc là, dans la composition, on peut voir qu'on a en majorité du cuivre à 71%, du zinc, de l'éthane, du titanium, du nickel, toujours pareil. NB, alors quand on ne connaît pas la composition, on va sur le tableau des éléments périodiques. Je vous avoue que là, NB, ça ne me parle pas, j'irai le voir tout à l'heure si vous avez une question à ce sujet. Du fer, du plomb, du cadmium, du chrome et du mercure. Alors, systématiquement, il va lister ces 4 éléments, même s'il n'en détecte pas, pardon, il va les lister parce que pour lui, ça fait partie de REACH, c'est des substances qui sont dangereuses, donc du coup, il va les lister. Et là, il nous informe que en cadmium, il n'en a pas détecté, en chrome, il n'en a pas détecté, en mercure, il n'en a pas détecté. Par contre, il a détecté environ 60 ppm, donc ce qui est infime, parce que je vous rappelle que la norme c'est 0,1% sur 100 ppm et que la machine vise toujours au-dessus. Donc on a 76% de plomb, 76 ppm de plomb qui nous indique que le seuil est bon. Donc là, on a une composition qui est bonne sur cet article. Donc il peut être mis en vente, sans risque pour nos clientes. D'accord. Par rapport à ça, d'acheter un produit en argent 925, il faut bien qu'il soit composé de 92,5% d'argent et pas 92,4%. Toujours supérieur. Et la machine nous permet de déterminer le titrage dans le produit. Donc pour cela, on change de... Ah oui, pardon, excusez-moi, je vous ai juste... Il faut que je vous montre le rapport de test une fois imprimé. Donc on va mettre notre référence qui était sur une PVT... Non, PEND 347. Et alors dans le processus de choix de fournisseur, comment ça se passe? Est-ce que vous testez aussi les échantillons Exactement. Alors ce qu'on fait maintenant que nous sommes équipés, nous demandons à nos fournisseurs de nous envoyer des échantillons avant de passer la commande. On teste, si c'est conforme, on commande, si c'est pas conforme, on renvoie. Enfin on renvoie, on ne commande pas du tout simplement. Pareil, pour tous les arrivages que nous avons du rassort classique, hein, nous essayons de tester, nous testons essentiellement hors UE tous les arrivages des produits qui sont en métal et tous les produits en Europe, nous allons essayer de les tester plus régulièrement. Parce que nous avons confiance en nos fournisseurs européens. Disons que d'une part, parce que nos confiance, c'est parce que ils sont clairement soumis aux mêmes règles que nous. Donc dans la mesure où ils ont les mêmes règles que nous, ils ont les mêmes risques que nous. Donc ils ont tout intérêt à être très très carrés par rapport à la législation européenne. Ce qui n'est pas du tout le cas d'un Chinois ou d'un Américain qui n'est pas soumis à cette réglementation. Donc s'il le fait, c'est parce qu'on lui demande, mais il n'a lui-même ne prend strictement aucun risque en cas de contrôle. Donc à partir de là, bon, ben voilà, il n'y a pas de risque pour eux, donc il y a un risque pour nous. Exactement. Voilà ensuite le rapport de test qui nous était édité. Donc vous voyez bien qu'on est basé sur la réglementation REACH. Nous avons la référence du produit, nous avons la photo du produit là où on a testé et donc la composition de l'article. Voilà, est-ce qu'on peut regarder, Virginie, s'il te plaît, la composition? Alors, oui, pas de souci, je vais juste la lister. Sur le rapport? C'est pas celui-ci, ça c'est un autre produit. Donc là, hop, imprimé, mais il pense. Alors désolé, on ne voit pas forcément très bien à la caméra, mais s'il y en a que ça intéresse, on pourra mettre un modèle peut-être à disposition. Oui, tout à fait. Dans notre boîte à outils. Donc là, par exemple... Là, ici, la composition. Non, mais c'est pas le bon. C'est pas grave, Virginie, pour voir comment c'est solide. Comme je vous l'ai expliqué, la composition ici, donc les pourcentages, dès que ça passe en dessous de 1%, c'est édité en ppm. Alors il y a Marina, je me dois de lui dire sur mon commentaire, c'est super gentil et ça nous touche beaucoup, qui nous dit merci, je savais que vous étiez sérieux, mais ça me conforte encore plus dans cette opinion. Donc merci Marina,
C'est pour renforcer votre confiance qu'on fait ce live. Il y a Estelle Magnien qui nous demande, peut-on vous demander de tester un article spécifique déjà en vente sur votre site? Oui, et si oui, comment procéder? Demande par mail. Oui, tout à fait. Si le produit n'est pas déjà testé, on peut le tester, il n'y a pas de problème. S'il est déjà testé, on peut vous envoyer le rapport du test. Exactement. Et s'il n'est pas testé, on peut le tester. Donc du coup, tout à l'heure, je vous parlais qu'on était capable de pouvoir, avec la machine, vous donner le pourcentage d'argent dans un article. Le titrage d'argent, ouais. On parle d'un pourcentage. Oui, c'est le titre. Donc du coup, hop. J'arrive à bien positionner. N'hésitez pas si vous avez des questions en particulier. Donc là, le tir va être beaucoup plus rapide. On va le faire sur 60 secondes. Donc je ne sais pas si vous arrivez à voir correctement sur l'écran. Déjà, il indique qu'il y a en argent, il détecte plus de 95% avec une marge d'erreur de 0,09%. Et ensuite, le reste en cuivre. C'est quoi là que tu as testé C'est des boucles d'oreilles que nous avons rentrées dernièrement aussi en argent, 925. D'accord, donc c'est la règle SL 463, c'est des boucles d'oreilles créoles. Exactement. D'accord, ok. Voilà, donc pour ce genre de produit donc en argent, on fait un premier tour en métaux précieux et ensuite on va le passer en ROHS pour voir, parce que le mode de métaux précieux... Alors ROHS excusez-moi, Rich. Un Rich, pardon, parce que le système, l'Olympus, lui, est enregistré en ROHS, mais nous ne l'avons pas paramétré pour la réglementation Rich. Donc on le teste une première fois en métaux précieux pour connaître le pourcentage d'argent et ensuite on le teste sur la norme Rich, pour savoir s'il y a du cadmium, du plomb, parce qu'en fait le métaux précieux ne va pas déterminer ces substances-là. Voilà. D'accord. Donc je pense que sur l'Olympus j'ai fait le tour, vous avez peut-être des... Non, je pense que tu as dit le plus intéressant. L'idée c'est effectivement, alors il faut savoir que le test Olympus n'est pas un test, n'est pas le test officiel. C'est un test qui est, cette machine a des résultats qui sont basés sur un test qui n'est pas reconnu officiellement par la DGCCRF, puisque le test officiel nécessite la destruction du produit par acide, c'est-à-dire qu'ils mettent les produits dans de l'acide, l'acide va décomposer complètement le métal et va faire un mélange homogène du métal, et à ce moment-là, ils font leur test sur le mélange une fois qu'il est liquide. Donc effectivement, là, et à ce moment-là, le résultat est beaucoup plus précis que ce qu'on peut avoir ici, parce que comme disait Virginie tout à l'heure, suivant l'endroit où on va taper et suivant la profondeur la dureté du métal. Plus le métal est dur, plus ça va avoir du mal à rentrer, plus le métal va être souple, plus il va pouvoir libérer des catons, des électrons, pour pouvoir déterminer la composition. C'est pour ça que c'est pas le test officiel, mais ça nous permet quand même d'avoir une 99,9% de taux de réussite et pouvoir effectivement, en cas de doute, faire appel à des labos indépendants qui eux vont pratiquer le test. Pour avoir la conformité. Et si nous avons du nickel, nous testons, donc si l'article présente du nickel comme on a pu le voir tout à l'heure sur le pent, il y en a vraiment très peu, on fait un premier test en fait avec ces produits que nous vendons, Azulis, qui nous permet en fait de déterminer si le nickel dans le produit est libéré. Donc dans le cas où ce qui s'est passé n'a pas été libéré du tout, pensez bien pièces aérées et porter des gants, très important. Et si le pourcentage de nickel est très important, on ne prend pas de risque, on envoie au labo pour savoir s'il y a eu de la libération. Ouais, sauf dans le cas de la inox. Oui, exactement. Et il faut savoir quand même que chaque test que l'on va faire, chaque analyse qu'on va faire à un labo est très coûteux. Donc c'est 45-80 euros. 145 euros. Ah oui, dernière. Les libération de nickel, c'est le plus cher. Donc voilà, pour le spectromètre, ce qu'on a pu vous en dire. On n'a pas abordé, je crois, la question de la santé. Une cliente qui achète quelque chose qui contient beaucoup de zamac, beaucoup de cadmium, etc. Non, le zamac, ça va. Pardon. Non, moi je suis du marketing, pas du... Désolée.
du plomb par exemple, quels sont les risques sur la santé? Qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que c'est visible? Non, pas du tout. Le plomb et le cadmium, donc, pour rappel, donc, sont des métaux lourds qui sont supposés cancérigènes. Encore une fois, je rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, mais le plomb, on va en retrouver beaucoup dans les tuyaux d'alimentation en eau courante de nos villes. Donc c'est encore des métaux qui sont très utilisés dans l'industrie. On retrouve du cadmium dans toutes les piles. Donc c'est vrai, enfin, en tout cas dans certaines. Donc c'est vrai que c'est des métaux qui sont encore très présents dans notre environnement. L'idée... Comme le nickel, au début le nickel, oui, il y a quelques années... Le nickel n'est pas cancérigène, Virginie. Certes, il est allergène, mais la réglementation s'intensifie de plus en plus. Oui, donc pour le moment, peut-être que vous n'en avez même pas entendu que le plomb ou le cadmium était limité, ou même pouvait être nocif ou autre. Mais là, la réglementation, il va de plus en plus, vous allez en être informé de plus en plus, donc soyez vraiment très vigilants sur ça. Ce qui est sûr, c'est que voilà, ils sont supposés cancérigènes à haute dose, et que oui, le but c'est de limiter au maximum l'exposition des populations à ces métaux lourds. Et pour ça, effectivement, on essaye de les limiter. En ce qui concerne le plomb, pour l'instant, il y a une norme concernant la bijouterie, mais les gens qui font les normes REACH sont en train d'étudier l'interdiction complète du plomb dans l'ensemble des produits qui sont disponibles à la vente en Europe. Ça veut dire que... Vous allez le voir aussi dans le textile, je veux dire les boutons de jeans, dans les ceintures, les boucles, dans vos broches, dans plein de choses. Aujourd'hui, il y en a à l'intérieur. On retrouve du cadmium partout, dans plein de produits qui sont des produits de la vie courante. Donc effectivement, après, c'est des produits qui n'ont pas comment dire, le problème de la bijouterie, c'est qu'il y a le contact avec la peau de manière pérenne. Donc c'est pour ça que la réglementation a commencé par la bijouterie, mais effectivement le plomb va sûrement être interdit petit à petit dans l'ensemble des produits d'usage courant qui seront en vente en Europe. Je crois qu'il y a dans le domaine de la bijouterie fantasy, et donc du coup, suite, disons, à quelques réclamations, à des questions, à des réclamations, questions, oui c'est vrai, nous avons décidé en fait d'investir dans un testeur de pierre GEM. Alors ne vous méprenez pas, il ne permet pas de nous dire quelle pierre c'est exactement. Il va pouvoir nous rapprocher d'une famille. Donc lui principalement il teste le diamant, ça nous n'en avons pas. Mais il va pouvoir nous donner les familles telles que le quartz, l'améthyste, enfin il va partir sur une généralité. En fait, il teste la dureté de la pierre. Exact, mais pour nous, cet outil va être utile pour pouvoir déterminer si une pierre est en verre ou si c'est une pierre GEM. Ça va vraiment être la base. Ensuite, on peut voir par exemple si il y a ce qu'on retrouve en général assez couramment dans l'univers de la GEM, c'est des pierres entre guillemets non de qualité médiocre qui sont teintées pour ressembler à des pierres plus qualitatives. Et donc ça, cet appareil va pouvoir dire qu'effectivement, si une pierre a été teintée pour ressembler à une autre pierre et que la dureté n'est pas la même, effectivement, l'appareil pourra nous le dire. Mais on ne peut pas dire est-ce que cette pierre est bien de l'améthyste oui, non. On peut dire est-ce que cette pierre, l'améthyste, c'est quelle famille déjà? L'améthyste, il va la classer dans le quartz améthyste citrine. Donc c'est pour ça en fait qu'il va nous orienter. Il ne va pas pouvoir nous donner une réponse précise et nette. Effectivement, donc ça permet de voir si par exemple on a une imitation. Là on a une pierre par exemple qui est une imitation. C'est une imitation de turquoise. Et effectivement l'appareil va vite nous dire si cette pierre est une imitation ou si c'est une vraie turquoise. D'accord, donc ça permet d'éliminer tout ce qui est résine, imitation plastique et compagnie. Ça, à minima, oui. Après, voilà, on a eu par exemple dans le passé des doutes sur du jade et de l'aventurine. Alors c'est deux pierres qui sont souvent vertes et qui se ressemblent beaucoup. L'une étant plus dure que l'autre, effectivement, si en cas de doute sur une provenance de pierre, on va effectivement éviter d'appeler jade une aventurine verte parce que la dureté n'est pas la même et donc l'appareil sera capable effectivement de distinguer les deux pierres. Exactement. Bonsoir Laura. Bonsoir. Bonsoir Laura. Est-ce qu'on fait une démo ou pas forcément? C'est un peu compliqué. Ça va être assez complexe à comprendre. J'ai peur de perdre mon cliente. Mais grosso modo, actuellement sur une améthyste. Le principe c'est que vous avez un stylo
que ce stylo va envoyer. Il est allumé? Oui, il faut qu'il s'allume ici. On va le faire sur de l'améthyste. Ça va être il a des barres, en fait, il a des tranches, disons. Si l'aiguille se met dans cette tranche, ça veut dire qu'il va détecter tel ou tel produit. Donc je prends mon améthyste, je teste. Donc tu tapotes dessus avec ton Non, stylet. j'appuie. D'accord. Et là, je suis sur améthyste. Ça veut dire que je suis bien sur une améthyste. Si je prends par exemple, si je prends mon faux cabochon en persuade, il va vous mettre juste au-dessus de la... voilà, il va me dire que c'est de la famille des tourmalines, mais effectivement, c'est pas une turquoise. Si je prends, qu'est-ce que j'ai intéressant là? La citrine. Donc la citrine, c'est une pierre qui est assez dure. Donc si clairement si c'est du verre, on n'aura pas le même retour. Et donc là, on met bien au fond de la barre citrine. Voilà. On a souvent eu des questions sur ce genre de perles qui sont très transparentes. C'est du verre Ouais, qui est teinté. Ça aussi, tout à l'heure je disais, on peut tester les faux cabochons, on peut aussi tester le verre coloré qui est vendu pour la pièce précieuse, bien sûr. Qu'il y a beaucoup sur les marketplaces dont on ne citera pas les noms. Cette présentation, est-ce que vous avez des éléments à ajouter? Le dernier, ce serait de faire attention aussi aux vernis-colle, peinture et autres produits que vous achetez. Faites attention qu'il n'y ait pas de produits toxiques. Je vous rappelle qu'on a été obligé de retirer la E6000 donc, du commerce. C'est le fabricant qui a décidé d'arrêter la production. Enfin, non, c'est le produit tétrachloroéthylène qui a été interdit à Europe. Donc c'est le fabricant qui a, suite à cette interdiction, stoppé la commercialisation en Europe. Donc faites attention si vous en retrouvez sur des plateformes dont nous ne citerons pas le nom. Attention, 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 c'est vraiment des produits très toxiques. Voilà. Et pour le coup très cancérigène. Exactement. C'est vrai que dans la foulée, des chantiers que nous menons en ce moment, nous essayons de mettre en téléchargement sur tous les produits qui en ont besoin les fiches de données de sécurité. Alors qu'est-ce que c'est qu'une fiche de données de sécurité? C'est un document officiel, légal, qui doit être remis à tous les distributeurs d'un produit contenant des produits chimiques et qui recense à la fois la composition du produit et la dangerosité potentielle du produit. Alors, exactement. Attention à vos pictos. Y compris pour des produits qui sont, une colle acrylique par exemple, qui a une colle à base d'eau, doit quand même avoir une fiche de sécurité. Ça, c'est un étune? Exactement, c'est une fiche de sécurité qui est en téléchargement libre sur le site. Nos clientes peuvent bien prendre conscience que ce produit est inflammable et irritant. Il faut bien être conscient de tout cela. Ok. Donc c'est vrai que depuis quelques semaines, nous avons entrepris un gros chantier qui consiste à récolter toutes ces fiches de sécurité auprès des fournisseurs et à les mettre en téléchargement sur nos fiches produits pour que nos clientes puissent avoir cette information. Donc c'est pas encore fini, mais c'est en bonne voie. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous toutes et tous. Merci De nous avoir suivis. À bientôt pour un nouveau live qui sera plus créatif.